Enquête et reportage. Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre. Dans le cadre de notre émission Enquête et reportage, nous allons converser aujourd'hui avec Jacques Guéraud, président de l'ADH 65. Bonjour Jacques. Bonjour Georges et merci de me recevoir dans ce magnifique studio de l'UTL Tarbes et merci pour cet entretien. Tout d'abord, que veut dire cet acronyme ADH 65 ? Eh bien, ADH 65, ce sont les Amis d'AMAP Humanitaire du 65. Amis d'AMAP Humanitaire du 65 est une filiale en Haute-Pyrénées de l'ONG nationale AMAP Humanitaire qui signifie Halte aux mines antipersonnelles. Et comment se fait-il que toi, Jacques Guéraud, pneumologue bien connu de Tarbes, se soit engagé dans cette association et comment as-tu créé cette filiale et quand cela s'est-il passé ? Eh bien écoute, c'est une histoire familiale puisque d'une part Joël Kègre qui a créé AMAP Déminage en 1999 est d'un de mes cousins germains. Et depuis 1999, je soutiens AMAP Déminage, qui est devenu AMAP Humanitaire avec 5 branches en 2005. Déminage, bien sûr, halte aux mines antipersonnelles, n'oublions pas. Puis santé, éducation et eau, assainissement. Et puis la deuxième est encore une histoire familiale. L'autre versant, j'ai un gendre, Oscar, qui est camerounais. Et dès la deuxième rencontre que j'ai eue avec sa maman, eh bien, nous avons eu le même déclic de faire quelque chose pour le village natal de la famille, en plein centre du Cameroun, à Sobia. Donc, si je comprends bien, cette association s'adresse à l'Afrique, ou dans quelle région du monde exerce-t-elle ces activités ? Alors, merci de cette question, parce que, bien sûr, vu justement l'historique de l'association, c'est d'abord la cible est d'abord celle du Cameroun et celle du village de Sobia, où nous essayons d'avoir une action en cohérence avec les règles de notre ONG mère, c'est-à-dire accompagner une association ou plusieurs associations locales camerounaises depuis la conception de leur projet jusqu'à leur réalisation. Donc c'est pour ça que nous sommes centrés sur Sobia, où il y a beaucoup de travail à faire, où l'association Oyilinam de Sobia et la Difépanie, dynamique des femmes paysannes du Niakokombo que nous accompagnons, ont beaucoup de projets et où nous essayons de les aider. Mais au-delà de ça, je pense que pour avoir une reconnaissance, une visibilité et satisfaire un petit peu tous les membres, il est impératif d'avoir une action locale, je veux dire en Haute-Pyrénées. C'est pour ça que nous avons eu quelques actions ponctuelles en faveur de l'Ukraine, lorsqu'il a été le moment, en faveur du Maroc, après les événements et le séisme que ce pays a connu, et d'autres pays comme le Liban ou le Vietnam, mais qui sont restés des actions ponctuelles. Aujourd'hui, nous avons un projet plus cohérent et plus peut-être pertinent dans une définition locale. C'est un partenariat avec la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé, où nous allons essayer d'agir dans le domaine professionnel qui m'est cher, celui de la pneumologie, et qui revient en cohérence avec l'association et son action au Cameroun, puisqu'au Cameroun, nous avons comme entrée, c'est le point d'entrée dans ce village de Sobia, dépistage et prise en charge de la bronchite chronique de la femme camerounaise vivant en milieu rural, femme camerounaise soumise aux inhalations de fumée de combustion de biomasse, toxique comme on le sait, avec les bois exotiques. Ah oui, en fait, c'est le bois que l'on utilise pour la cuisine, qui envahit l'habitation et va toucher les poumons à la fois de la femme et des enfants qui sont autour. Exactement. Je suppose. Donc, partons de Sobia, vous concentrez, j'ai l'impression, votre action, sur ce village de Sobia. Sobia, ça correspond à quelle agglomération, à combien d'habitants ? Je n'ai aucune idée où ça se trouve dans le Cameroun. Essayez de préciser un petit peu ça. Alors, si on prend la carte du Cameroun, eh bien, il suffit d'aller chercher juste le centre du Cameroun.
Si on fait un cercle qui passe par les points les plus loin de la frontière camerounaise, le centre, c'est Sobia, en pleine forêt tropicale, qui dépend du district d'Ayos. Ayos est connu parce que, c'est pour ça que je le cite, Ayos, c'est le premier hôpital africain qui a été créé dans les années 30 par le docteur Jameau. Docteur Jameau, qui était un médecin militaire qui venait de prendre sa retraite, qui a découvert la trypanosomiase, qui est l'agent de la maladie du sommeil portée par la mouche tsetse. Et donc l'hôpital d'Ayos a historiquement des compétences de formation. C'est là que les premiers médecins ont été formés, mais également les premières infirmières et les premières aides-soignantes. Nous dépendons donc du district de santé d'Ayos et c'est la région centre. Nous sommes à 200-300 km de la capitale Yaoundé, mais qui veut dire, selon la saison, 5 à 12 heures de piste. Oui, l'accès n'en est pas toujours évident. C'est donc un village, une population relativement isolée par la forêt. Population très isolée, exclue même on pourrait dire, surtout pendant la saison des pluies, mais qui couvre quand même, qui regroupe quand même un certain nombre de personnes, puisque le village lui-même c'est 5000 habitants, mais depuis que le centre de santé est construit, nous soignons à peu près entre 15 000 et 20 000 personnes. D'accord. D'après ce que j'ai compris, vous n'imposez pas une politique ou une action à une population donnée. Vous vous appuyez sur 2 associations, j'ai cru comprendre. Tu veux nous préciser ça ? Alors, oui, d'abord, effectivement, c'est une règle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une règle d'AMAP humanitaire. On ne vient pas en néocolonialiste. Ça, c'est très important. On essaye de répondre aux besoins. Malgré ça, on peut s'apercevoir que c'est un peu compliqué, mais néanmoins, nous travaillons avec 2 associations, que ce soit Oyilinam de Sobia, qui veut dire le bien-être des habitants de Sobia, ou la DIFEPANI, je répète, la dynamique des femmes paysannes du Niakokombo, qui est le canton de Sobia. Nous essayons donc de répondre à leurs besoins, et leur besoin est vraiment très important pour essayer de mieux vivre. On n'est pas miséreux dans cette région, mais on est pauvre. Et on ne mange pas, si on mange à sa faim, on ne mange pas exactement tout ce qu'il faudrait avoir pour une alimentation équilibrée. Donc nous essayons de combler un petit peu ce manque. Et avant que ADH 65 ne soit présente dans la région, les patients potentiels n'avaient vu aucun médecin. Parce que votre action est essentiellement médicale, enfin, je suppose, dans la mesure où tu es pneumologue. Quelles sont ces actions ? Des consultations médicales, mais encore ? Alors, la porte d'entrée, effectivement, est médicale. J'ai eu la chance, de par ma spécialité, d'être, je ne rentrerai pas dans les détails, d'être en contact avec des gens à l'OMS qui ont mis en place dans le monde entier le dépistage et la prise en charge des maladies respiratoires chroniques. Malheureusement, j'ai appris que le Cameroun n'avait pas pu faire partie de cette dynamique. C'est pour ça qu'en 2016, lorsque nous avons fait notre première mission d'évaluation, j'ai rencontré donc le ministère de la Santé et j'ai dit à monsieur le ministre camerounais de la Santé publique, écoutez, nous savons que le Cameroun n'a pas pu rentrer dans cette dynamique du dépistage des maladies respiratoires et donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tente quelque chose ? C'est mon cœur de métier, on peut essayer. Et donc il m'a donné le feu vert pour avoir une expérience pilote dans le centre de santé de Sobia qui allait naître, qui n'était pas né mais qui allait naître, pour pouvoir essayer de dépister cette bronchite chronique de la femme rurale. Alors en pratique, sur le terrain, comment ça se passe ? Quelles sont les actions déjà menées ? Et peut-être nous parlerons ensuite des projets et des extensions. Alors les actions, cette bronchite chronique, ça a été la porte d'entrée. Et on s'imagine bien que lorsqu'on arrive dans un pays qui manque de beaucoup de choses, eh bien, on rencontre le reste, c'est-à-dire pas d'accès à l'eau, et surtout pas l'eau potable, encore moins d'assainissement, une éducation qui est présente, puisque nous avons quand même une école primaire, de la maternelle jusqu'au CM2, et nous avons un CETIC, centre d'éducation technique, informatique et commerciale, en pleine brousse, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et qui accueille près de 300 élèves.
Et d'où vient l'énergie pour... Alors cette énergie vient d'Olinam de Sobia. Olinam de Sobia a été créé dans les années 2010, donc c'est pas vieux, et ces responsables très dynamiques voulaient faire vivre ce centre du Cameroun et ce centre de la forêt tropicale, et donc a commencé par construire une case santé et une case éducation. Si la case éducation a été très vite reprise par le ministère de l'Éducation nationale et a été transformée donc en ce fameux CETIC, la case santé a été ouverte malheureusement aux poules, aux chèvres et aux cochons et commençait bien sûr à décrépir lorsque nous sommes arrivés. Et la première demande d'Olinam de Sobia, ça a été: est-ce qu'on peut reconstruire ensemble, est-ce qu'on peut construire ensemble cette case santé? Et alors, comment peut se manifester l'action ici, en Bigorre? Comment peut-on les aider? En quoi cette ADH 65 peut-elle être efficace là-bas? Alors ça, c'est tout le nerf de la guerre. Effectivement, ce qu'ils attendent de nous, c'est un soutien financier. Un soutien financier, un soutien d'aide à la conception, du centre de santé que nous avons construit avec eux, à l'apport de l'énergie. Nous travaillons avec une magnifique association qui s'appelle les Électriciens du Monde, qui est basée à Toulouse. Et les Électriciens du Monde nous ont aidés à monter des micro-centrales solaires. Grâce à ces micro-centrales solaires, eh bien, aujourd'hui, il y a l'énergie pour faire fonctionner les pompes et les pompes électriques qui montent l'eau du forage qui a été creusé au centre de santé de Soblaya. L'ancienne case santé est devenue un beau centre de santé, et avec un forage et une potabilisation qui est faite grâce aux cartouches fabriquées dans une petite start-up de Ramonville-Sainte-Agne, près de Toulouse. Mais c'est super. Donc il y a actuellement à Sobia de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, il y a de l'eau. Ça a été notre plus grand bonheur depuis 2016 de voir les mamans venir chercher des seaux d'eau propres, potables, pour leur cuisine et l'alimentation, et également venir voir ces enfants prendre leur douche sur les fontaines publiques que nous avons ouvertes. Il y a 3 fontaines publiques, alors que le centre de santé, lui, est doté également de tout un réseau d'eau qui lui permet de Et comment entretient-on ce matériel? Parce que je suppose que si on le laisse aller... Tu touches la question. La question, et bon nombre d'associations impliquées au Cameroun et ailleurs, en Afrique, butent sur ce point. Culturellement, l'Africain n'est pas enclin à entretenir. Et c'est notre rôle. Je crois que si on peut les aider, c'est là. Mais ce n'est pas nous qui allons entretenir, c'est eux. Donc, la prochaine mission qui va être la nôtre, nous partons le 23 février pour la 8e mission, nous allons essayer d'aboutir dans ce projet, de créer, nous avons déjà un noyau, de créer une équipe d'entretien qui sera en capacité de réaliser la maintenance de notre centre de santé, mais aussi d'autres centres de santé autour, puisque nous avons aidé d'autres centres de santé du district, et également les personnes de la région, puisque l'enrichissement petit à petit vient, et les maisons commencent à être dotées également de microcentrales solaires. En dehors de l'apport financier, purement financier, est-ce qu'on peut imaginer, y a-t-il des dons de matériel, que ce soit du matériel médical ou du matériel technique, je ne sais pas, enfin, comment cela... Et y a-t-il un transport de ce matériel? Êtes-vous organisé pour cela? Alors, je voudrais remercier ici justement tous mes collègues et tout le personnel soignant qui sont vraiment très impliqués avec nous dans ces projets, puisque demain et après-demain, par exemple, je vais aller déménager 2 cabinets médicaux de collègues récemment en retraite. Et je les remercie de me donner toute table d'examen, armoire de rangement, petit matériel de chirurgie, etc., qui sont vraiment très, très, très appréciés au Cameroun. Également, je voudrais remercier toutes les infirmières qui, autour de Massat Médical et de Tan Massat, nous permettent de regrouper avant chaque mission
un tas de consommables, je veux dire compresses, 7 pansements, aiguilles, perfusion, etc., tubulures de perfusion et autres, et qui nous permettent de partir des valises pleines, hein, qui vont bien sûr aider à la fois le centre, mais également et surtout peut-être le centre hospitalier d'Ayos. Tu es président de cet ADH, Jacques, mais je suppose qu'il y a une équipe autour de toi. De qui est-elle constituée? Enfin, sans les nommer, mais au moins leur nombre et savoir un petit peu d'où ils viennent. Alors, bien sûr, et j'en profite également pour les remercier. J'ai la chance d'être entouré avec une équipe très engagée. On l'a vu quand on a mené le projet eau. Nous avons mené un projet eau en partenariat avec la région Occitanie et avec l'agence Adour-Garonne. Et il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de pertinence et de courage même pour garder le temps nécessaire, l'énergie pour pouvoir mener à bien ce dossier. Ce dossier qui a duré 2-3 ans, malheureusement allongé par le Covid, mais qui nous a permis donc, comme on le disait tout à l'heure, d'amener l'eau à Sobia. Donc merci à ce conseil d'administration qui est vraiment très... Nous sommes 12 personnes autour de ce conseil et chacun à sa place. Nous butons un petit peu sur la communication pour le moment, mais nous avons Jean-Pierre et René qui se sont offerts et qui, pour le structurer, ce sont des retraités. Mais nous avons également des actifs, à peu près 50% d'actifs, 50% de retraités. Et les actifs professionnels en communication, professionnels de santé, et pas que, et autres, sont également très engagés et ne veulent que donner le maximum de temps pour que ça vive, que nous soyons reconnus et que nous avancions. Tu ne nous as pas dit tout à l'heure quelle était la population que regroupait Sobia autour d'elle. Alors Sobia, oui, 5 000 habitants le village, qui est un village très éparpillé, mais donc depuis que le centre de santé fonctionne avec un infirmier H24, 365 jours par an, ils sont 2 en fait pour se relayer. Sobia, avec le minimum de matériel, de plateau technique, peut donc aujourd'hui aller au-delà de la prise en charge des 5 000 habitants et va un petit peu plus loin, puisque aujourd'hui c'est 15 à 20 000 personnes qui fréquentent ce centre de santé. Ah oui, ça fait quand même du monde. Dis-moi, tu nous as parlé donc de la BPCO et de son dépistage, mais je pense que vos consultations vont au-delà. Enfin, vous faites des actions de prévention, je pense bien sûr au sida ou aux maladies parasitaires, je ne sais pas. Alors merci pour cette question. En effet, nous avons 2 dynamiques dans la prise en charge de santé. La première, c'est d'essayer d'être dans une globalité. Et effectivement, si le Cameroun n'a pas pu se pencher sur la bronchite chronique de la femme, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et en particulier les pathologies parasitaires. 99% de la population est atteinte de paludisme. Et ce n'est pas le seul parasite. Donc, nous essayons de prendre en charge d'une part ça, toutes les maladies parasitaires, dans le cadre d'une consultation de médecine générale. Mais aujourd'hui, on le sait, les associations humanitaires sont intéressantes, sont utiles en amenant de la compétence en spécialité. Et chaque fois que nous avons donc une mission, nous allons par exemple repartir le 23 février prochain avec plusieurs pôles. Nous aurons un pôle médecine de la femme et de la petite enfance, avec 2 médecins dont c'est le métier, ici chez nous. Nous aurons également un pôle dentaire, avec un dentiste en activité chez nous qui vient avec son cabinet dentaire portatif. Nous aurons un pôle également de kinésithérapie, avec 2 kinésithérapeutes en activité ici et qui viendront. La dernière mission avait montré que les lombalgies étaient la première cause de consultation médicale à Sobia. Et puis, toujours pour garder notre fil rouge de la bronchite chronique de la femme, il y a un pôle pneumologie.
mais nous avons pu faire d'autres missions, pôle cardiologie, etc. Bon, je vois beaucoup de choses ont été faites tout de même, l'eau, l'assainissement, l'énergie, le centre de santé reconstitué, les consultations. Quels sont les projets après? Y a-t-il d'autres projets? Alors le projet, nous essayons toujours en réponse aux besoins exprimés par les associations partenaires locales. Le besoin, c'est celui d'offrir, de proposer un accès aux soins complets. Nous l'avons bien compris, chaque fois que nous partons en mission, nous avons des feuilles spéciales de prescription pour des examens complémentaires que nous n'avons pas pu faire. C'est-à-dire le laboratoire, c'est-à-dire des consultations de spécialistes pour un suivi de maladies cardiaques et autres. Et nous apercevons que, hormis exception des gens un petit peu aisés, quasiment la totalité de ces consultations ne sont pas honorées. Donc les gens restent à Sobia, ils restent avec leurs papiers de prescription, mais ne sont pas soignés. Donc, en accord avec l'hôpital d'Ayos, donc l'hôpital de district, avec son directeur qui est devenu maintenant un partenaire ami, nous avons décidé d'augmenter le plateau technique de Sobia. Donc, ce que nous appelons l'extension du centre de santé, c'est un véritable petit hôpital de brousse que nous voulons mettre en place avec un bloc opératoire, un petit laboratoire, une imagerie digne de ce nom et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mener des campagnes chirurgicales et autres campagnes médicales un peu plus spécialisées. Eh bien, espérons qu'avec l'aide des Bigourdans, nous arriverons à cet objectif. Alors, je voudrais que tu nous parles maintenant d'une autre chose. Le 2 février prochain, je crois que vous aviez une journée d'information. Peux-tu m'en parler? Alors, le 2 février, effectivement, rentre dans tout un ensemble d'actions que nous avons mises en place pour financer en partie la mission prochaine. La mission à AMAP humanitaire et donc à ADH 65, les missions sont financées par les bénévoles qui partent. Or, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, nous travaillons de plus en plus avec des locaux, avec des soignants camerounais. 50% de l'équipe soignante est camerounaise. Tout ça pour amener l'équipe à une autonomie. ADH 65 ne sera pas éternel. Donc, nous voulons les embaucher et les payer. Qui paye? C'est la mission. Voilà, pour donner un exemple, la mission, si on demandait à chaque bénévole sa part de financement total à la mission, on est à 2800 €. C'est pas possible. Moi, je me refuse de demander aux bénévoles qui font déjà l'effort de venir, de demander cette somme, qui est une somme énorme. Donc, elle va être quand même de 1800, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup. Et nous avons donc monté des petites actions locales pour financer le reste, entre 8 et 10 000 €. Nous allons faire le 2 février, au centre Albert Camus de Séméac, une conférence table ronde débat sous le thème de vivre une action humanitaire en 65. Vivre une action humanitaire en 2024. C'est venu de notre action en 65 et ailleurs. C'est-à-dire que l'humanitaire n'est pas facile. Comme j'ai sous-entendu tout à l'heure, il y peut y avoir des différences culturelles. Nous arrivons, nous, avec nos idées, avec notre manière de vivre, et nous sommes confrontés à une toute autre population. On n'est pas là pour reproduire ce que nous vivons ici, on est là pour ajuster, pour les aider à grandir dans leur propre culture. Et donc, ce questionnement, ces interrogations que nous avons, nous voulons essayer de les fouiller pour nous, pour être plus efficaces et être plus en cohérence, plus en symbiose avec nos amis africains. C'est pour ça que nous avons fait appel à des experts. Il y aura donc le 2 février, au centre Albert Camus, à 19h, cette conférence table ronde débat, et les conférenciers sont au nombre de 5. Nous avons
je lui citerai en premier parce qu'il est connu de l'UTL, Monsieur Christian Thibon, géopoliticien, qui viendra nous parler justement des difficultés. Pourquoi justement l'Afrique actuellement a quelques réticences vis-à-vis des Européens et peut-être vis-à-vis des Français. Particulièrement. Voilà. Mais nous aurons également nous aurons des sociologues, nous aurons Annélie de l'Écluse, qui nous fait la gentillesse, fille de la région, qui nous fait la gentillesse, et aujourd'hui à la Sorbonne, de revenir dans notre région pour nous entretenir, donc notamment en tant qu'anthropologue des ethnies et des cultures africaines. Nous aurons également Anne Guéraud-Oundi, qui nous parlera de l'aspect psychologique. On ne part pas dans une mission comme ça, la fleur aux lèvres et avec un grand cœur, mais ça nécessite une préparation. Et puis, nous aurons un philosophe, Pierre Lebeau, également, qui viendra nous parler du lien philosophie et humanitaire. Et puis, nous aurons un élu, Monsieur Philippe Bobet, maire de Séméac et conseiller régional, qui nous fait la gentillesse de participer à cette table ronde pour nous expliquer comment les institutions en France peuvent être un levier pour des actions humanitaires. Et moi, j'ai découvert toute cette capacité de l'assistance publique, on va dire, en termes génériques et générales françaises, pour l'aide à tous ces pays, à tous ces besoins. Eh bien, donnons rendez-vous à tous nos adhérents déjà et à tous nos auditeurs au 2 février, donc, au CAC de Séméac. À quelle heure ? À 19h. À 19h. Cette soirée paraît très intéressante. En effet, comment dire, on est très sollicité actuellement. Enfin, toutes ces associations humanitaires sont très sollicitées et on a quelquefois quelques petites réticences à savoir quel est l'usage qui va être fait des aides, est-ce qu'il ne va pas être un peu dispersé dans des actions inutiles. Et tout ce que tu nous as dit là est tout à fait rassurant et important à savoir. Donc, encore une fois, je le répète, le 2 février, au CAC de Séméac, à 19h. À 19h, nous aurons donc cette conférence débat qui sera suivie au terme. C'est pour ça que 19h, ça paraît un petit peu tôt, mais à 21h, nous aurons le vernissage d'une exposition. Nous avons la chance et la joie d'accueillir des artistes du 65 et ailleurs, qui nous mettent à disposition des œuvres qui seront vendues dans toute la semaine qui suivra, du 3 au 10, à les salles d'exposition du CAC, au bénéfice de nos actions. Et puis, un troisième événement surviendra en l'église Sainte-Thérèse, où là également, en partenariat avec le conservatoire Henri Duparc, les élèves des cours d'instruments à cordes nous font le plaisir de venir pour la 2e fois et la gentillesse de venir jouer pour nous. Ça annonce une très belle soirée musicale en l'église Sainte-Thérèse, donc place Marcadieu, pas loin d'ici, et ce sera également à 19h. Eh bien, merci Jacques pour tous ces renseignements. Merci. Merci beaucoup, Georges, et puis merci à tous les auditeurs de l'UTL. Et nous vous attendons très nombreux pour cette conférence vendredi 2 février à 19h au CAC de Séméac.